Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que Twitter continue de s'effondrer, que c'est vraiment n'importe quoi. Nous avons évidemment des news au niveau carte graphique, notamment la cause des feux provoqués par le 12-pin PCI Express a été trouvée, ou en tout cas en grande partie prouvée, et c'est plutôt intéressant. Il y a aussi une autre petite news par rapport à ça qui était aussi assez surprenante, j'en parlerai après. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et du coup, commençons tout de suite. Le premier sujet concerne la chaîne et c'est un changement que je vais faire sur toutes les vidéos à partir de maintenant parce que notamment sur mon dernier test de RTX 4080, il y a des personnes qui ont cru que la vidéo était sponsorisée pour Nvidia, ce qui est un petit peu bizarre parce que dans la conclusion, je dis aux gens d'attendre les RX 7000, donc je vois mal Nvidia me payer pour dire aux gens d'aller chez leurs concurrents. Ce sera un petit peu bizarre. Dans tous les cas, comme je l'ai toujours dit, les tests sur ma chaîne, quand vous voyez test dans le titre, pas sponsorisé, ok? C'est aussi simple que ça. Mais du coup, je pense que le problème aussi vient du fait que il y avait forcément des gens qui ont regardé la vidéo qui peut-être ne suivent pas la chaîne de manière régulière et qui ne savent pas forcément tout ça. Et il y a aussi le problème que sur YouTube, il y a des gens qui font des contenus sponsorisés et qui le cachent exprès ou en tout cas qui font exprès de ne pas le dire. Moi, vous devez le savoir, si un contenu est sponsorisé, je le dirai toujours. Je dirai cette vidéo est sponsorisée ou ce début de vidéo est sponsorisé si c'est juste le début qui est sponsorisé. Donc, moi, je le précise toujours. Par contre, quand il n'y a rien de sponsorisé, je ne le précise pas forcément. Et c'est peut-être là que le problème vient, que certaines personnes se disent il n'a pas précisé si c'était sponsorisé, donc peut-être que ça l'est. Donc à partir de maintenant, un truc que j'aurais dû faire depuis pas mal de temps en réalité, mais je débattais encore comment le faire, mais à partir de maintenant, vous aurez un encart. Je vais le montrer un petit peu, je vais me remettre en plein écran. Vous aurez juste à côté de moi, à chaque début de vidéo, en plus de si c'est sponsorisé, je le préciserai à l'oral, mais pour toutes les vidéos, y compris celles qui ne sont pas sponsorisées, vous aurez toujours un petit encart qui précise est-ce que la vidéo est sponsorisée? Est-ce que la vidéo est en partie sponsorisée? Donc peut-être une pré-roll. Ça arrive. Hein. Des fois, vous avez juste un segment sponsorisé, puis le reste de la vidéo est normal. Et enfin, s'il y a des placements de produits, ou plutôt s'il y a des produits qui ont été donnés par la marque. J'ai dit placement de produits, mais placement de produits, ça veut dire sponsorisé en réalité. Non, là, je parle vraiment... Oh, je fais une vidéo, par exemple, peut-être sur comment changer sa RAM. Et peut-être que la RAM m'a été donnée par une marque. Mais je ne fais pas cette vidéo pour promouvoir la RAM de la marque. C'est juste que j'ai cette RAM sous la main et je l'ai utilisée pour ma vidéo. Mais je le préciserai quand même. Et du coup, je vais peut-être rajouter plus de trucs dans cet encart. Je suis encore en train un petit peu de le débattre. Mais une chose est sûre, il faut que ce soit rajouté à chaque vidéo maintenant pour que les gens soient sûrs à 100% si c'est sponsorisé ou pas sponsorisé. Même si, encore une fois... Moi, personnellement, je l'ai toujours précisé. Depuis première vidéo sponsorisée que j'ai fait en 2015. Et depuis, je n'ai jamais manqué de dire qu'une vidéo était sponsorisée. Donc, c'est juste pour vous dire. Et c'était sur ma chaîne gaming. Bref, dans tous les cas, vous aurez toujours cet encart maintenant accompagné du même. Dans la description, vous aurez plus d'informations. Aussi, un truc important, c'est que je ne vais pas commencer à lister tous les produits que vous pouvez éventuellement voir en arrière-plan dans la vidéo qui aurait été donnée par une marque. Ici, je listerai seulement les produits en description qui sont features dans la vidéo. Donc, si j'en parle dans la vidéo, si je le montre en vidéo, c'est là que je préciserai si il a été donné ou si je l'ai acheté moi-même. Et je le préciserai à chaque fois. Et vous aurez tout ça toujours dans la description. Et partie du principe par défaut, et je le mettrai aussi à mon avis, que si je ne précise pas si c'est donné ou acheté, c'est qu'il n'est pas donné, tout simplement. OK? Donc, je préciserai principalement les produits qui ont été donnés. Ou si, ouais, en vrai, oui, ils ont été donnés. Donc, voilà. Je fais ce changement pour être plus précis parce que je pense qu'il y a clairement des problèmes sur YouTube à l'heure actuelle. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai toujours précisé quand une vidéo était sponsorisée. J'ai toujours précisé à l'oral. Aussi avec une annotation sur la vidéo. Je coche aussi le truc sponsorisé de YouTube depuis que ça existe, en plus de le dire à l'oral et en plus de le rajouter par moi-même. Et je le mets aussi dans la description. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai toujours suivi les règles jusqu'au maximum. Après, il y a évidemment... Je vais faire une vidéo sur le sujet parce que selon moi, c'est assez intéressant, mais il y a aussi le débat des produits donnés. Donc, par exemple, une marque donne un produit... peut-être je refais mon setup. Voilà, je refais mon setup. J'ai plein de produits que j'ai achetés par moi-même, mais peut-être qu'il y a une marque qui a donné un des produits. Et du coup, certaines personnes considèrent ça comme techniquement sponsorisé.
Non, selon la définition de sponsorisé, c'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Surtout que quand une marque donne un produit comme ça pour un test ou autre chose, ils n'ont aucun droit sur la vidéo. Ils ne peuvent pas dire oh, tu dois dire ça. Non, je dis ce que je veux. Ils peuvent me demander de peut-être mettre un lien en description. Et moi, ça me dérange pas vraiment, c'est juste un lien en description. Mais je vais pas commencer à parler de leur point marketing ou autre chose. Je parle vraiment du produit selon ce qui m'intéresse. Et si j'aime pas quelque chose, je le dirai tout simplement. Donc, moi, j'ai toujours fait comme ça. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne le feront pas forcément comme ça. Et je sais que ça peut porter à confusion pour certaines personnes. Donc, je ferai une vidéo où j'explique moi ma philosophie là-dessus, comment je l'interprète, quelles sont mes règles en place dans ce genre de cas. Par exemple, si une marque donne un produit et tout ça. Et voilà, ce sera une vidéo là-dessus et je pense que ce sera assez intéressant. Et comme ça aussi, vous pourrez vous mettre dans ma tête, voir comment moi je procède quand il y a ce genre de truc. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, à partir de maintenant, vous aurez l'encart à chaque vidéo maintenant. Il sera là, cet encart en mode hey, est-ce qu'il y a un contenu sponsorisé, un début sponsorisé, et puis les produits qui seraient feature. Maintenant, une première news de la semaine et une update sur ce qui se passe chez Twitter. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est n'importe quoi. Basiquement, vous avez Elon Musk qui a fait un ultimatum à tous les employés en disant basiquement que soit il se prépare à travailler de très longues heures ou soit il quitte l'entreprise. Du coup, il y a des gens qui ont évidemment quitté. Il y a aussi des informations comme quoi l'équipe de modération de contenu pourrait quitter la plateforme. Alors, évidemment, certaines personnes n'aiment pas trop l'équipe de modération parce que c'est eux en partie qui, des fois, modèrent les trucs politiques. Mais c'est aussi eux qui modèrent les trucs dangereux, en fait. Donc, ils sont quand même nécessaires. Et il y a aussi beaucoup de développeurs qui ont quitté. Il y a eu des problèmes sur la double authentification. Il y a eu des problèmes sur certaines API. C'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Alors, personnellement, moi, je regarde tout ça avec du popcorn, mais il faut quand même l'indiquer qu'il y a beaucoup d'employés qui ont été virés déjà, jusqu'à 3/4 des employés qu'il y avait chez Twitter apparemment, ce qui est énorme. Évidemment, toute entreprise a toujours des fois trop d'employés, et quand vous avez une entreprise qui rachète une autre ou quelqu'un qui rachète une entreprise, ce n'est pas rare d'avoir des départs, surtout dû à une restructuration. Mais là, c'est plus qu'une restructuration. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces développeurs qui étaient littéralement nécessaires pour que la plateforme fonctionne. Vous pourriez vous dire, oh, mais c'est bon, la plateforme tourne. S'il n'y a pas de développeurs, oui, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, mais ça tourne. Mais non, en fait. Il y a des développeurs qui sont toujours en train de fixer des problèmes, s'assurer que tout fonctionne. Une plateforme aussi grosse que Twitter, croyez-moi, c'est pas quelque chose qui tourne au quart de tour. Il y a toujours quelqu'un derrière qui est là pour s'assurer que ça continue de tourner. Donc, avec tous ces départs, toutes ces personnes virées aussi, il y a une crainte réelle de se dire que peut-être que d'ici quelques mois, Twitter ne pourra plus fonctionner d'un point de vue technique, en fait. Donc, yep. C'est n'importe quoi. Franchement, franchement, j'en ai discuté avec un de mes modérateurs, mais on se demande si c'est pas une histoire de vengeance, franchement, à ce niveau-là. Je pense que Elon Musk voulait racheter Twitter réellement, parce qu'il aime bien Twitter, hein, ça se voit, il utilise principalement Twitter depuis des années. Et puis, comme il s'est passé le truc où il a voulu racheter pour 40 milliards, mais finalement, il s'est dit, oh, en fait, je paye trop cher parce qu'il y a plein de bots dessus. Il est revenu en arrière, mais après, il s'est fait attaquer en justice par Twitter et il a été obligé, littéralement, genre, il a décidé de l'acheter lui-même, mais s'il avait décidé d'aller plus loin dans les décisions de justice, ou plutôt de laisser le côté judiciaire se faire, il aurait été certainement obligé d'acheter Twitter, en fait. Du coup, est-ce que maintenant, c'est pas juste une vengeance pour lui de se dire « Oh, vous m'avez forcé à acheter Twitter, ben, je vais le foutre en l'air maintenant. » Ou en tout cas, je vais en faire ce que je veux et je vais le foutre en l'air au passage. Donc, c'est vraiment bordélique. Quoi qu'il arrive, c'est pas bon. Autant de départ, surtout dans les services techniques. Attendez-vous à des problèmes sur Twitter. Franchement, si vous avez beaucoup de... Je sais pas moi, si vous êtes artiste, si vous avez posté beaucoup de trucs sur Twitter, il est temps de faire des backups, franchement. Vous pouvez télécharger votre archive Twitter dès maintenant avec tous vos tweets et tout ça. Faites un backup si vous y tenez. Peut-être vous avez écrit des trucs, des poèmes ou autre chose. C'est possible, hein. Bon, pour ceux qui ont juste posté des trucs random comme moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à backup. Mais si vous avez posté des trucs que vous considérez comme importants, je vous dirais de faire un backup dès maintenant, parce qu'il n'y a aucune garantie que le site fonctionnera correctement d'ici quelques mêmes semaines, au final, au point où on en est. Donc, ouais, c'est quand même incroyable de se dire que
Le truc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Oh !» qui voulaient que, justement, qu'il y ait du changement sur Twitter. Et je pense que c'était nécessaire. Hein. Et c'est clair aussi que on n'a jamais parlé autant de Twitter ces derniers temps. Ce qu'aurait dû faire Elon Musk, c'est peut-être attendre 30 jours. Vous voyez, prendre le temps, 30 jours, regarder ce qui se passe sur la plateforme, identifier les choses inutiles, peut-être les services inutiles, les choses à changer, et puis après commencer à changer petit à petit. Là, il a voulu vraiment changer tout, genre comme ça en une nuit, limite. Et ça, c'est pas une bonne chose avec une plateforme aussi grosse, en fait. Parce que les gens sont confus, les employés sont confus, il y a plein de départs. En plus, il a pris la décision de virer beaucoup de gens, sans même trop réfléchir à qui il virait des fois. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient viré certaines personnes selon le nombre de lignes de code qu'ils avaient écrit, c'est pour dire. Donc si vous écrivez pas beaucoup de code, vous êtes viré. Alors que normalement, un bon développeur n'écrit pas beaucoup de code. Un mauvais développeur écrit beaucoup de code. Donc, yep, c'est qu'une rumeur, mais si ça se confirme, franchement, c'est n'importe quoi. Ensuite, en parlant de bordel, on en arrive évidemment au connecteur 12 pin NVIDIA. Vous avez Gamer Nexus, excellente chaîne que je recommande fortement, qui a posté 2 vidéos. Ils ont posté une première vidéo où ils ont posté les résultats de leur analyse sur justement ce connecteur 12 pin. Ils ont pu recréer le problème et identifier d'où il venait. Ils ont trouvé 3 causes possibles d'ailleurs. Et vous avez ensuite NVIDIA qui a répondu. Ils ont fait aussi une réponse à la réponse d'NVIDIA. Vous avez aussi la réponse d'NVIDIA ici. Et on a un petit peu des images. Mais basiquement, la raison pour laquelle le connecteur 12 pin aurait brûlé chez certaines personnes, et c'est pas beaucoup de personnes en réalité, selon NVIDIA, ce serait 50 cas dans le monde entier. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Eh bien, ce serait dû au fait que le connecteur était mal branché, tout simplement. Donc là, vous avez une image qui l'illustre assez bien. Des fois, en fait, vous pouvez mettre le connecteur 12 pin à peu près comme il faut. Genre, on dirait qu'il est en place. Il n'y a pas beaucoup de jeux dedans, donc c'est pour ça qu'il paraît vraiment en place. Mais en fait, il n'est pas clipsé en place. Et du coup, quand il est comme ça, il y a du jeu dans le câble. Et du coup, si vous commencez à gérer vos câbles derrière votre PC et que vous tirez justement sur le côté, ben, peut-être qu'il va être débranché un peu, beaucoup plus d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Et à cause de ça, ça va augmenter la résistance dans le câble. Et ça va commencer à, par exemple, plier aussi le plastique et provoquer des fois une résistance qui va chauffer et justement causer même un feu. C'est très rare, mais le cas le plus probable, par contre, c'est que le connecteur s'abîme et se déforme. Et du coup, ça, c'est très facile de ne pas faire attention et de ne pas le connecter à fond. Surtout que le petit clip que vous avez sur le connecteur 12 pin ne fait pas beaucoup de bruit des fois quand il clip. Je peux vous le dire par expérience. Et des fois sur d'autres cartes. Donc là, la carte Founder Edition, c'est quand même facile de voir s'il est full clipsé dedans. Mais les cartes custom, des fois, c'est très caché et du coup, vous ne voyez pas. Donc, basiquement, si vous avez une RTX 4090 ou 4080, bon, déjà, selon moi, vous auriez dû attendre les RX 7000. Je ne sais pas pourquoi vous avez acheté maintenant. Mais bref, si vous avez une de ces cartes, je vous conseille de tout simplement... Déjà, ne commencez pas à débrancher votre câble toutes les 5 minutes pour voir s'il a fondu. Très mauvais, ça. Parce qu'une autre cause probable aussi qu'a trouvé Gamer Nexus, c'est que quand vous débranchez, rebranchez le câble, vous pouvez avoir des dépôts qui s'accumulent. Il peut y avoir aussi certains de ces dépôts qui s'accumulent même à la sortie d'usine et qui peuvent provoquer plus facilement justement un de ces problèmes de connecteur qui chauffe un peu trop. Il y a trop de résistance. Donc, vous allez faire des problèmes en le déconnectant, en reconnectant tout le temps. Donc, faites attention. Mais un truc que vous pouvez juste confirmer, c'est poussez-le vraiment. N'hésitez pas à forcer un peu plus, mais quand même pas trop. Et vraiment le pousser à l'intérieur pour être sûr qu'il soit bien mis en place. Et si possible, après, essayez juste de voir tirer un petit peu. Pas trop violemment, mais tirer un petit peu pour voir s'il commence à ressortir du connecteur. Parce que s'il est clipsé correctement, il ne ressortira pas parce que le clip le garde en place. Donc, c'est comme ça que vous pourrez le voir. Donc, voilà basiquement l'astuce qui a été donnée par Gamer Nexus, mais aussi NVIDIA. Et du coup, il y a une autre information assez intéressante, et j'ai mis un mauvais raccourci clavier, moi. Il y a une autre information assez intéressante, c'est que Gamer Nexus a demandé aux partenaires comme Asus, MSI et tout ça, combien NVIDIA avait vendu de RTX 4000 jusqu'à maintenant, et apparemment, ce serait même principalement des 4090, et visiblement, ils en ont vendu 160 000. Et j'étais en mode, what? 160 000 RTX 4090? Alors, je me demande si ça inclut les ventes à un magasin. Parce que des fois, vous avez un
un fabricant de produits va vendre à un magasin, il va considérer ça comme déjà des ventes, en fait. Alors que la carte n'est pas forcément vendue. Après, comme elle est hors stock partout, visiblement, tous les stocks ont été vendus. Donc, 160 000 RTX 4090. D'où autant de personnes ont acheté des 4090. D'où il y en avait autant, surtout. C'est un chiffre énorme, la vache. Par contre, les RTX 4080 ont du mal à se vendre. Donc ça, pas de chance pour Nvidia. Mais c'est quand même bizarre, par contre, que... Ouais, la 4090, on aurait vendu 130 000 et la 4080, 30 000 jusqu'à maintenant. Bon, ça, c'est les livraisons, par contre. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont vendues. Si elles sont toujours en stock sur un site, elles ne sont pas vendues. Mais je suis étonné d'un chiffre aussi élevé, surtout pour une carte qui coûte, en Europe, en tout cas, pratiquement 2000 euros. Bon, c'est vrai que sur le marché américain, par contre, elle coûte 1490 dollars. En réalité, sur le marché américain, elle coûte moins qu'une 3090. Donc, pour certaines personnes, c'est justifié en fait comme prix, parce qu'il y a eu techniquement une réduction de prix. Mais par contre, en Europe, non, nous, on se fait totalement avoir. Mais bon, selon moi, même à 1400 et des dollars, c'est très cher pour une carte graphique. Ensuite, nous avons le fait évidemment que la 4080 est sortie. J'ai fait un test si vous l'avez vu et je reprécise encore une fois que ce test n'était pas sponsorisé, contrairement à ce que certaines personnes croyaient, bizarrement. Basiquement, du coup, si vous voulez un résumé, si vous voulez pas aller voir le test, la 4080, franchement, Nvidia a fait le strict minimum. Ils l'ont placé juste au prix qu'il faut en Europe pour qu'elle ait le niveau de performance qu'il faut par rapport aux autres cartes existantes, y compris la 3090 Ti qui a baissé de prix, qui est à 1300 et des euros maintenant, et aussi la 4090. Elle casse pas trois pattes à un canard. Ouais, elle est très performante. Si elle était sortie à 1000 euros, franchement, beaucoup plus de gens auraient été intéressés, même si ça aurait été une augmentation de prix par rapport à la 3080. Même s'il avait sorti à, je sais pas moi, allez, 900 euros, en tenant compte qu'il y a l'inflation et tout ça, là, beaucoup de gens l'auraient acheté, certainement. Et ça aurait été une carte très intéressante. Mais à 1400 et des euros, c'est beaucoup trop cher. Pour moi, je l'ai dit dans ma vidéo, attendez les RX 7000. Franchement, attendez les RX 7000. Elles devraient coûter moins cher, elles devraient être plus performantes. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt ici. Par contre, il y avait un truc assez surprenant avec cette 4080, c'est qu'elle consommait moins que ce qu'a indiqué Nvidia en fait. Elle a un TDP annoncé de 320 watts et même dans mes tests, j'ai vu ça et j'étais en mode tiens, c'est bizarre, elle consomme moins. Et du coup, j'ai attendu de voir le jour de sortie avec tous les autres tests et ça se confirme. Elle est montée, par exemple, vous voyez dans Control, en 4K, elle est montée à 297 watts. Donc, c'est une carte très efficace au niveau énergétique. Avec son niveau de performance, elle est au-dessus d'une 3090 Ti et tout ça. C'est une bonne efficacité énergétique et ça promet pour les cartes mobiles notamment. Ça promet aussi pour les cartes milieu de gamme qui devraient être beaucoup plus raisonnables au niveau consommation. Donc ça, c'est intéressant en tout cas d'un point de vue consommation. Et en tenant compte que vous pourrez aussi l'optimiser plus. Bon, après, le modèle référence, c'est la même taille que la 4090 qui est énorme. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en réalité. Ils auraient pu juste mettre le refroidissement de la 3080. Mais ils ont mis celui de la 4090 pour je ne sais quelle raison. Donc, ma foi, ils font comme ils veulent. Hein. Je vais pas juger non plus. Aussi, petit sujet intéressant en rapport avec la review de la RTX 4080. C'est que maintenant, nous avons les vrais chiffres de performance de la 4080, qui, je vous rappelle, est censée être la carte qui sera la plus proche en termes de prix des RX 7000, qui devrait peut-être être genre vers 1200 euros, si on tient compte évidemment de l'inflation un peu plus importante en Europe et de la différence entre le prix du dollar et de l'euro en ce moment. Et du coup, on a les chiffres de performance de la 4080 maintenant. On a celle de la 6950 XT et je vous rappelle que AMD a dit que la 7900 XTX serait jusqu'à 1,7 fois, mais elle serait surtout en général 1,5 fois plus puissante que la 6950 XT. Alors, c'est pas du tout scientifique, mais si on sort la calculatrice et qu'on prend... Alors ça, c'est mon indice de performance en pourcent. Il est basé sur la 3080 Ti qui est à 100% du coup. Et du coup, si on prend les 104,4% de puissance... et qu'on fait x 1,5, on obtiendrait 156, qui la placerait littéralement entre la 4090 et la 4080, et plus proche de la 4090 même. Après, évidemment, ça c'est en rasterisation, en ray tracing. Nvidia a toujours un avantage. Après, personnellement, je joue pas beaucoup de jeux ray tracing, donc moi je me préoccupe surtout de la rasterisation. C'est même pour ça que j'inclus plus de jeux rasterisation dans mes tests, parce que c'est juste plus logique. Et du coup... elle serait au milieu, même si elle est
même si c'est optimiste, on va dire. Genre, 1,5 fois, c'est quand même optimiste. Disons qu'elle a 1,4 fois, ou même 1,3 fois, elle serait quand même plus puissante que la 4080 pour moins cher. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. Si je peux en avoir une pour la tester, je ne manquerai pas, mais une chose est sûre, c'est le 13 décembre, quand les tests sortiront, vous aurez une vidéo de ma part, qui résumera quoi qu'il arrive ce qui a été posté sur le web au niveau de test de performance, et peut-être moi j'aurai mes propres tests de performance pour voir justement ce que ça donne. Mais j'ai vraiment hâte. Franchement, si les performances sont là où l'indique AMD et que j'arrive à avoir une carte, je la mettrai dans ma config perso. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le problème aussi, c'est que beaucoup de reviewers tech ont tous les gadgets, basiquement. Et moi, j'ai par exemple eu un Core i5 pour faire des tests. J'ai aussi un Ryzen 7. Du coup, j'ai le choix, en fait. Je peux choisir celui que je préfère le plus. Ou je peux juste choisir celui qui est le plus performant, même si le prix n'a aucun sens. Parce que je l'ai déjà, en fait. Du coup, c'est le cas avec la 4090. Je l'ai déjà sous la main, donc je vais forcément l'utiliser. Mais là, je pense que le problème, c'est qu'à force, du coup, les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, ce YouTuber tech, comme config ?» Et ils regardent nos configs, ils se disent « Bah, il a une Nvidia, donc je dois prendre une Nvidia. » Et ils ne cherchent pas plus loin. Donc, j'ai vraiment envie de passer une carte AMD pour déjà tester, voir si tout va bien. Et je sais que tout ira bien, parce que j'ai déjà fait des tests de cartes AMD, j'ai jamais eu de problème avec. Mais j'aimerais vraiment montrer que dans la vie de tous les jours, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des gens qui croient encore que les cartes AMD sont extrêmement buggées. C'est les cartes Intel maintenant qui sont extrêmement buggées, il faut le savoir. Et puis il y a aussi des gens qui pensent que elle est moins puissante en ray tracing, du coup ça vaut pas la peine. Mais le truc c'est que moi personnellement je joue pas beaucoup de jeux ray tracing, donc ça m'intéresse pas forcément énormément. La raison pour laquelle j'utilisais pas une carte AMD aussi jusqu'à maintenant, c'est le fait que j'avais besoin de l'encodeur Nvidia pour enregistrer mes vidéos. Mais maintenant AMD a amélioré son encodeur. Il y a aussi une nouvelle implémentation qui a été faite dans OBS qui marche mieux. Donc en fait, je n'en ai plus forcément besoin. Donc je pense que je vais le faire parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Et j'ai envie de montrer aux gens que les cartes AMD sont très bonnes et qu'on devrait les utiliser dans nos configs. On ne devrait pas avoir à hésiter. Juste parce qu'il manque des performances en ray tracing, ou il manque, je sais pas moi, DLSS 3.0, alors que vous avez FSR qui marche très bien, qui a même été rajouté dans Cyberpunk. Donc, yep. D'ailleurs, il y a une vidéo intéressante à faire, parce que Cyberpunk maintenant a DLSS et FSR. Ce serait intéressant de tester les deux. Ensuite, nous avons une vidéo très intéressante sur les modules propriétaires de RAM de Dell, qui sont appelés CAM pour information, c'est C-A-M-M, rien à voir avec une caméra d'ailleurs. Et du coup, je vous rappelle que Dell a introduit ces petits modules de mémoire il y a quelques temps pour permettre de faire des ordinateurs portables tout simplement plus fins. Mais depuis, il y a des news intéressantes. Cette vidéo déjà de Linus Tech Tips est très intéressante parce que déjà, elle parle de plus de choses sur ce module CAM. La première chose que je ne savais pas, c'est que Dell s'est associé avec Jodec. Alors oui, en français, ça ressemble. Non, je ne déconne pas. Jodec, qui est l'association, c'est le consortium qui est derrière tout ce qui est RAM. Donc, vous avez déjà dû le voir dans CPU-Z, vous avez les informations Jodec de votre module RAM. Eh bien, du coup, ils se sont associés à Jodec pour faire en sorte que ce module soit utilisable par n'importe qui. Donc, il a été créé propriétairement, enfin, il a été créé par Dell, mais Dell veut le donner à tout le monde, basiquement. Permettre que tout le monde puisse l'utiliser. Pendant qu'il y a des bruits de machine, je suis désolé d'avance. Du coup, c'est un peu comme... Ça me fait un peu penser comme FSR qui a été créé par AMD, puis qui a été donné à tout le monde, basiquement. C'est exactement la même chose. Ou encore Thunderbolt maintenant que tout le monde peut utiliser. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Deuxième chose assez intéressante avec ce module RAM, c'est que je ne savais pas qu'il a été aussi créé pour tout simplement permettre de réduire la latence de la RAM, ou en tout cas permettre que les tracés de la RAM soient le plus direct possible. Donc là, vous avez le processeur sous ces heat pipes. Et là, ce module est connecté via des pins qui sont en dessous de cette plaque de rétention. Du coup, le tracé de la RAM est direct et très court. Alors que sur d'autres laptops, vous avez déjà dû le voir, des fois, la RAM est un peu plus loin, les tracés sont trop longs, ne sont pas tout à fait directs, et ça pose des énormes problèmes, en fait. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis, finalement, évidemment, l'avantage original, je devrais dire, c'était le fait que ça prend moins de place, verticalement en tout cas, qu'un module de RAM. Donc, vous pouvez avoir beaucoup plus de RAM dans un ordinateur portable, ce qui est une bonne chose aussi. Donc, yep, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère réellement que ce serait plus utilisé par des constructeurs qui auraient tendance à mettre de la RAM soudée quoi qu'il arrive. Parce que
un truc propriétaire, c'est embêtant, même si techniquement ce sera plus propriétaire ici, mais c'est embêtant. Mais qu'est-ce qui est encore plus embêtant, c'est le fait que vous ne pouvez pas changer de RAM et qu'elle est soudée sur votre carte mère. Là, c'est beaucoup plus embêtant. Donc si on peut passer plutôt à ça, ça m'arrange. Clairement, même si les prix sont plus chers que de la RAM normale SODIMM, au moins vous pouvez changer de RAM. Vous n'êtes pas coincé, quoi. Ensuite, nous avons des news au niveau des Ryzen 7000 qui commencent à baisser de prix, notamment le 7950X commence à passer sous la barre des 700 €. C'est dû au fait que, honnêtement, il est trop cher à l'heure actuelle. Si vous regardez, le 13900K coûte moins cher et est plus performant en jeu et aussi en multitâche, dû au fait que Intel a rajouté, je vous rappelle, 16 cœurs haute efficacité énergétique en plus des 8 cœurs haute performance. Donc c'est basiquement un 24 cœurs et du coup ça lui permet de se hisser juste au-dessus du 7950X qui a seulement 16 cœurs, même si c'est 16 cœurs haute performance. Et donc il n'y avait aucun intérêt en fait à le prendre, franchement. Donc là ils ont baissé de prix naturellement. Au final je pense aussi qu'AMD a ajusté les prix. Après, donc là j'ai sorti PC Part Picker. En France on est toujours à 760 €, c'est toujours moins cher qu'avant, mais c'est toujours cher. LDLC le vend 1000 €. LDLC, what the fuck? C'est quoi ce prix? Top Achat, même il est moins cher sur Top Achat. Top Achat vous appartient. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Même Infomax, hey, qu'est-ce que vous faites Infomax? 959 €. Il est temps de baisser là. Bon après peut-être qu'ils n'ont pas pu l'avoir près d'un retailer qui leur fournissait un bon prix. En Allemagne, il est encore un peu moins cher, 670 €. Après, c'est sur un site que je ne connais pas forcément. Sur Amazon DE, il est à 716 €. Donc, vous voyez, il y a une baisse de prix claire. Donc ça, c'est une bonne chose, évidemment. Mais le problème, c'est que les cartes mères coûtent encore trop cher, en fait. Donc, c'est là où AMD doit faire un peu plus d'efforts. Alors, pour le ultra haut de gamme, pour le 7950X, pas vraiment un problème. Parce que si vous allez prendre un 13900K, vous allez prendre une bonne carte mère. Vous n'allez pas prendre une carte mère la plus cheap possible et mettre le 13904 dessus. En tout cas, la plupart des gens. Du coup, moins un problème pour le 7950X. Mais par contre, pour le 7600X, qui a un peu baissé de prix, il faut une carte mère abordable, parce que si vous devez payer plus de 200 balles pour une carte mère, ça ne vaut juste pas la peine, en fait. Surtout que vous devez acheter la DDR5 derrière, donc, yep. Vous avez aussi le 5800X 3D qui baisse un petit peu de prix. Vous voyez là sur PC Part Picker, c'est un excellent site. C'est pas sponsorisé d'ailleurs, je le précisais. PC Part Picker a un graphique qui montre l'évolution du prix selon le temps. Et du coup, c'est assez intéressant de voir quand les Ryzen 7000 sont sortis, le 5800XD a perdu en prix sur la plupart des sites. Et maintenant, il est vendu au moins cher 400 et des € en France. Et en Allemagne, vous pouvez même l'avoir pour encore un petit peu moins cher. Donc là, je regarde et il est à 360 € sur Mindfactory, mais vous ne pouvez pas forcément commander dessus. Sur Alternate, il est à 380 €. Donc, yep, un petit peu plus accessible. Ça, je l'ai dit, mais ça pourrait être un très bon processeur pour quelqu'un qui a encore une carte mère en X370 ou X470, ou même B450. Si vous avez une vieille carte mère comme ça et que vous voulez une upgrade, ça pourrait être une très bonne upgrade. Mais il faudrait qu'il baisse encore un peu en prix. Si, à mon avis, à partir de un peu plus de 300 €, ça deviendra très intéressant. Là, c'est moins intéressant, je dirais. Parce que c'est pratiquement, c'est plus cher qu'un 13600K. Donc à ce moment-là, des fois, il vaut plus la peine de prendre un 13600K. Ensuite, nous avons une news sur les prochains processeurs mobiles AMD. Et il y a des trucs assez intéressants. Et notamment dû au fait que Intel a évidemment augmenté le nombre de cœurs haute efficacité énergétique pour booster les performances, en tout cas en multicœur, bien AMD se retrouve dans une situation où ils sont un peu obligés d'augmenter le nombre de cœurs parce que sur ordinateur portable, ils sont toujours à 8 cœurs depuis plusieurs générations maintenant et ça commence à pêcher au niveau performance face à Intel. Déjà, c'était déjà le cas avec Alder Lake qui était plus performant que les processeurs AMD en multitâche. Donc là, on aurait jusqu'à 16 cœurs. Donc ce serait le 7945 HX et il aura un TDP de plus de 55 watts, pas de 500 watts, ce serait beaucoup ça. Et vous auriez aussi un modèle 12 cœurs. Donc personnellement assez intéressant, surtout qu'il faut en tenir compte, c'est toujours ça qui est le mieux. Si le haut de gamme devient du 16 et 12 cœurs, ça veut dire que le milieu de gamme va passer de 6 à 8 cœurs. Et du coup, vous allez pouvoir acheter un meilleur processeur mobile pour le même prix. Et ça, c'est une bonne chose.
Ensuite, une autre chose qui devrait être bonne, c'est le fait que vous avez des Ryzen 7000 non X qui devraient sortir début d'année prochaine. Et du coup, vous auriez un 7900, 7700 et 7600. Ils auraient évidemment des fréquences de base inférieures à leur modèle en version X, mais avec le boost naturel de Ryzen, le fait que vous pouvez les optimiser via des paramètres de carte mère, franchement, ça pourrait être très intéressant. Donc, les prix en dollars seraient de 229 $ pour le 7600, 329 $ pour le 7700 et 429 $ pour le 7900. Tenez compte qu'avec le fait que l'euro est un peu faible par rapport au dollar, moi je dirais 300 € pour le 7600. Ce qui est toujours moins cher que le 7600X, mais toujours un peu trop cher quand même. Surtout en tenant compte que les cartes mères restent très, très chères derrière. Donc, il nous faut des cartes mères moins chères, AMD. C'est ça que vous devez améliorer maintenant, parce que là, c'est n'importe quoi. Donc, on verra bien s'ils améliorent ça. Surtout qu'il y a des trucs un peu ridicules. J'ai d'ailleurs oublié de le préciser dans le Texama Show, mais les cartes mères en B650 sont sorties. C'est juste que honnêtement, elles sont trop chères. Même c'est ça que je comprends pas. Les B650E sont évidemment plus chères parce qu'elles supportent le PCI Express 5.0. Mais les B650 non E sont pratiquement au même prix alors qu'elles ne supportent même pas le PCI Express 5.0. Donc je suis en mode, pourquoi vous êtes aussi cher? D'où il y a des coûts aussi importants? Genre, il n'y a pas moyen d'en faire une moins chère? Donc ouais, j'attends toujours une réduction de prix parce que selon moi, c'est abusé. Ensuite, vous avez aussi AMD qui prépare des Threadripper 7000. Donc, nous avions évidemment eu, il n'y a pas si longtemps, les Threadripper Pro avec des cœurs Zen 3 Plus qui étaient sortis, mais qui étaient, au début, ils étaient seulement disponibles dans le marché professionnel, puis finalement, ils étaient sortis pour le grand public. Et là, du coup, nous aurions des Threadripper 7000 qui arriveraient. Ils requerront une nouvelle carte mère, c'est sûr et certain, parce qu'ils vont passer en DDR5. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, ils monteraient jusqu'à 96 cœurs. Yep. Donc c'est basiquement le nombre de cœurs maximum que vous avez sur les processeurs Epic Server qui ont été lancés aussi, qui sont basés sur Zen 4. C'est Genoa, je me semble, le nom d'architecture. Donc vous avez des 96 cœurs actuellement en Epic. Donc là, c'est logique que la gamme Threadripper suivrait derrière, en fait. Donc vous auriez jusqu'à 96 cœurs, donc 192 thread au total, et au niveau RAM, il me semble qu'ils étaient limités à 2 Tera sur Threadripper, donc ça devrait rester assez similaire, mais c'est possible que ça augmente aussi. Donc ouais, ce sera franchement des processeurs monstrueux. Clairement pas pour jouer à des jeux vidéo par contre, clairement pour des tâches professionnelles ici. J'imagine bien juste un développeur qui doit compiler quelque chose, si en tout cas ce que vous compilez supporte autant de threads que vous voulez. Bon, alors là, vous allez vous faire plaisir. Donc, ce sera des machines pour ce genre de personnes. Ce seront aussi des machines peut-être achetées par des entreprises pour une personne en particulier dans leur entreprise qui en a absolument besoin. Ou peut-être ils en achètent une pour faire certaines tâches de temps en temps. Donc, ouais, c'est clairement pas pour le grand public. La gamme Threadripper a tendance à être un peu plus open que Epic. Évidemment, vous pouvez l'acheter en magasin. Mais ça ne veut pas dire que vous devriez le faire. Mais c'est quand même très intéressant à voir. Ensuite, nous avons plus d'informations sur cette fameuse carte graphique chinoise, la Moore Threads MTT S80, qui, je vous rappelle, est une carte graphique, la première carte graphique PCI Express 5.0, même si ça ne change rien du tout. Enfin, elle n'en a pas besoin. Donc, c'est une carte graphique, je vous rappelle, d'origine chinoise. C'est une marque chinoise qui a 16 Go de GDDR6, PCI Express 5.0, et qui est en réalité assez intéressante, en tout cas comme première carte graphique pour une entreprise qui sort un peu de nulle part, mais c'est pas la plus performante. Donc là, elle aurait des performances équivalentes à une GTX 1060. Et elle consommerait surtout, le pire, 110 watts sur le bureau, à rien faire. Ça, c'est très mauvais. Alors, les performances GTX 1060, c'est dû au fait qu'elle n'est pas optimisée. Donc les performances, tenez compte, c'est plus de manière générale. Après, dans certains jeux où elle est beaucoup plus optimisée, elle a des meilleures performances. Notamment, elle a été faite pour un petit peu League of Legends. Parce que League of Legends est très populaire dans les cafés Internet en Chine notamment. Et du coup, vous avez des cafés Internet qui des fois commandent X cartes graphiques qui font plein de PC pour que les gens puissent jouer à League of Legends. Et si Moore Thread peut fournir une carte graphique moins chère que la concurrence qui a
des performances suffisantes, ben, ils pourraient faire plein de ventes grâce à ça. Et c'est pour ça justement qu'ils ont créé cette carte graphique. C'est une carte graphique techniquement grand public gamer. C'est pas une carte graphique faite pour le monde professionnel, il faut le savoir. Donc ouais. Mais bon, c'est une première carte graphique d'une marque assez jeune. Donc il y a encore plus de bruit de construction, je suis désolé. Donc ne vous attendez pas non plus à des méga performances. Il faudra encore certainement de nombreuses années pour qu'ils commencent à vraiment rattraper. Mais c'est quand même encourageant de voir un autre acteur sur le marché. Bon, après, évidemment, c'est un acteur chinois. Donc, à mon avis, il y a quelques backdoors du gouvernement chinois. Bon, vous allez me dire, les cartes AMD, Nvidia, Intel doivent avoir des backdoors du gouvernement américain. Donc, ma foi, ça revient un petit peu au même. Ensuite, nous avons Qualcomm qui a annoncé le Snapdragon 8 Gen 2. Bon, c'est assez logique comme nom, même si je déteste ce nom. Et du coup, il apporte le Wi-Fi 7 et aussi, il aura toujours le support du 32 bits parce qu'il y a apparemment un push qui se fait en ce moment pour passer Android à 64 bits et du coup, dropper le support 32 bits. Pour information, Windows 11 notamment l'a fait. Il n'y a qu'une version 64 bits, mais après, ça fait longtemps sur Windows qu'on a des versions 64 bits d'à peu près toutes les apps. Mais bon, et avec le 64 bits, on aurait normalement des meilleures performances. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau un petit peu dans ce nouveau Snapdragon 8 Gen 2? Bah évidemment, il y a toujours les « Oh, il est 35% plus performant, il est 40% plus efficace au niveau énergétique, le GPU est 25% plus rapide, en étant 45% plus efficace au niveau énergétique. » Toujours les habituels. On verra bien ce que ça donnera évidemment quand c'est testé. Il est gravé en 4 nanomètres pour information chez TSMC normalement, j'espère en tout cas. Croisons les doigts parce que c'est Samsung, voilà. Donc, il faut quand même le savoir, le 4 nanomètres de TSMC, c'est juste du 5 nanomètres amélioré. Ils ont un peu joué avec les noms pour que ça fasse mieux, mais c'est du 5 nanomètres amélioré. Donc, techniquement, les processeurs Ryzen 7000 notamment sont faits en 5 nanomètres TSMC. En tout cas, une partie est faite. Les cartes, leurs cartes aussi, leurs futures cartes graphiques aussi. Mais c'est très similaire, hein, tenez-en compte. Donc, ça devrait être le processeur que vous verrez dans tous les flagships Android de toute manière. C'est comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de différence ici. Même si Mediatek fait pas mal d'avancées avec leurs processeurs. Et j'espère qu'on en verra plus, mais bon. Ensuite, nous avons une news au niveau de Waymo, qui je vous rappelle est l'entreprise créée par le groupe Alphabet, donc Google, pour créer une voiture 100% autonome qui pourra servir de robot-taxi, basiquement. Donc, vous appelez une voiture Waymo, elle vient vous chercher, il n'y a aucun conducteur, elle vous conduit à votre destination. Et du coup, ils ont montré leur nouveau prototype de voiture déjà électrique et 100% autonome. Donc, comme vous pouvez voir, elle a l'énorme LiDAR juste au-dessus sur son toit, évidemment. Il y en a aussi un à l'avant, ainsi que 2 sur le côté ici à l'arrière, on les a vus un petit peu. Donc, il y en a même un là en réalité. Donc, c'est un radar tout simplement qui permet à la voiture de détecter exactement ce qu'il y a autour d'elle. C'est une alternative évidemment différente à ce que fait Tesla où eux, ils veulent utiliser 100% des caméras. Il y a quand même des caméras aussi dessus, hein, tenez-en compte. Donc là, Waymo prend l'alternative d'avoir plusieurs façons de détecter ce qui se passe autour d'eux, au cas où une des façons a des problèmes. Je pense notamment le radar a beaucoup de problèmes si vous avez beaucoup de pluie, par exemple. Ça va couper une partie du radar. Donc là, peut-être avoir une caméra peut aider. Après, évidemment, si la pluie devient vraiment trop intense, peut-être que la voiture devrait juste se garer et attendre que ça finisse, mais bon. Dans tous les cas, ce qui est intéressant avec ce nouveau prototype aussi, c'est qu'il n'y a pas de volant. Dans les anciennes voitures Waymo, vous aviez un volant toujours parce qu'il y avait besoin des fois de déplacer la voiture et même si Google a réussi à avoir l'autorisation, il me semble, déjà dans la baie de San Francisco pour tester 100 conducteurs, dans d'autres pays ou d'autres villes des États-Unis, ils sont toujours obligés d'avoir une personne derrière le volant qui est prête à prendre la main en cas de problème. Donc là, c'est assez notable parce qu'il n'y a pas de volant. Donc c'est vraiment une voiture faite pour être autonome. Et il n'y aura pas de conducteur qui la conduira derrière. Après, c'est possible qu'il y aura une manière de la piloter pour quelqu'un qui doit l'amener. Si elle a un problème avec son pilote automatique, c'est peut-être possible qu'il mette genre vous branchez un truc et vous avez un pseudo mini-volant pour la conduire. C'est tout à fait possible. Mais non, là, elle est, quoi qu'il arrive, designée pour être 100% autonome. Et du coup, il y a aussi pas mal d'efforts qui ont été faits sur améliorer le confort pour les utilisateurs. Donc, on a des sièges qui ont l'air de sympathiques. On a des écrans un peu partout, des trucs pour mettre nos verres et évidemment,
ben, on a beaucoup de place économisée vu qu'il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de truc pour changer de vitesse, même si c'est une voiture américaine, donc ce serait juste... Il y aura juste un truc de voiture automatique, mais bon. Donc ouais, ça c'est assez intéressant. Donc on verra bien où est-ce que ça mènera. On est évidemment dans une sorte de révolution robotique à l'heure actuelle. Je pense qu'elle va encore prendre quelques années parce que ils ont encore un petit peu du mal, mais on est clairement là-dessus et je pense que les voitures autonomes, c'est certainement ce qui aurait le plus facile à automatiser en fait, parce que bah, dans une voiture, on peut mettre une grosse batterie, donc elle dure assez longtemps au niveau batterie et elle roule, donc c'est plutôt facile à contrôler parce qu'un robot qui marche, par exemple, ça c'est beaucoup plus complexe. Là, une voiture, ça roule. C'est simple et efficace. On fait des trams ou des trucs de métro autonomes depuis pas mal d'années. Même des trains autonomes, on en fait depuis de très nombreuses années. Donc, c'est assez logique de passer à des voitures maintenant. Surtout si c'est dans des villes, par exemple, américaines qui sont très, genre, quadrillées parfaitement et qui sont très faciles à naviguer. Évidemment, dans d'autres pays, ce sera un peu plus compliqué, je pense. Notamment à Lagos. Vous avez aussi pas mal de villes en Asie. À mon avis, là, les voitures autonomes, elles vont prendre un petit peu plus de temps à arriver là-bas. C'est un petit peu plus complexe pour s'y retrouver des fois. Bref, dans tous les cas, je suis intéressé de voir ce que ça donne. Évidemment, il y a une course aussi là-dessus. On ne sait toujours pas qui va vraiment fournir la première voiture 100% autonome qui sera autorisée sur les routes, en tout cas certainement américaines dans un premier temps. La course est toujours en cours et on verra bien qui sera le premier. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.